Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Troisième Rappel. Ce soir, c'est Michel Leb que nous allons rejoindre sur scène et devant son public à l'occasion de son passage au Casino de Paris pour ses 30 ans de carrière. 30 ans de chansons, de sketchs, de parodies, d'imitations, de jazz, de grimaces. Notre Jerry Lewis national sait tout faire. Son spectacle vient à l'instant de se terminer, juste derrière moi. Le temps pour nous d'installer notre décor et nous rejoignons Michel Leb pour son Troisième Rappel. A tout de suite. Things and flowers fill up demand. The rainbow creed must be free cause it's gone and lost in space. This race ain't confined to one thing or another. Sister and brother, where the cows graze, our days is the mother of all you're giving. Bonsoir. Ça va? Bonsoir à tous. Bienvenue dans le Troisième Rappel de Michel Leb. Vous avez vu? La patate, hein, Michel Leb? Ça rigole pas. J'espère que vous êtes aussi en forme que lui. Il y a des micros dans la salle, vous faites signe. Dès que vous avez une question à poser à Michel Leb, n'hésitez pas, cette émission est là pour ça. On va lui refaire un triomphe. Merci d'accueillir à nouveau Monsieur Michel Leb. Approchez-vous, Michel. Il a encore le courage d'applaudir. Ça va? Bravo. On était en train de se dire avec le public, la patate, hein. 2 heures sans entracte, vous vous ménagez pas, ça virevolte en permanence. Mais il faut surtout que les gens sortent en disant quoi, c'est déjà fini? C'est ça. Mais il y a une hygiène de vie qui va avec ça, j'imagine que c'est pas la tournée des bars avec les copains en ce moment. Non, mais il faut pas se priver non plus. Ouais. Il faut vivre normalement, faut pas commencer à se dire oh là là, je vais plus manger, je vais plus boire. Bon, sachez que Michel Leb, en 30 ans de carrière, est millionnaire en public, c'est ce qui était indiqué dans le dossier de presse. 1 million de personnes au moins sont venues le voir en cumulé pendant toute sa carrière. En quoi? En cumulé. Je me demandais si votre public était pas féminin, parce que vous êtes bel homme quand même. Mais non, finalement, c'est bien réparti. Méfiez-vous quand même, si vous vous rapprochez, vous allez peut-être souffrir la concurrence. Tu sais que tu piques un peu, chérie. Allez, on l'applaudit encore, on s'assoit. C'est très confortable. Ils sont chouettes, hein, ces fauteuils. C'est vachement confortable. Hein. On est très très bien sur ces fauteuils. Ah. Il va pas falloir roupiller quand même. Mais non, mais c'est pas la question, c'est qu'ils sont d'une douceur. Écoutez, regardez comme c'est moelleux. Extraordinaire comme c'est moelleux. Donc Michel Leb, 30 ans de carrière, il a commencé en 76 à l'Olympia, en première partie de Julio Iglesias. C'est vrai. Vous fêtez là donc 30 ans de scène, c'est juste parce que le compte est rond ou il y avait une autre raison pour les fêter? Parce que je savais pas quoi faire. Je m'ennuyais un peu ce jour-là et quand je me suis dit tiens, ça fait 30 ans que ça y est, ouais. Eh ben, je me suis dit allons-y, fêtons ça. C'est comme mon mariage d'ailleurs. J'ai vécu 20 ans avec ma femme avant de l'épouser. Et puis un jour, j'ai réfléchi beaucoup, quoi, en fait. L'émancipation de la femme, la parité, l'égalité des sexes, tout ça, l'homme ne sait plus du tout où il en est. D'ailleurs, je pose une question officielle ce soir. Avons-nous encore notre place dans le monde moderne? Peut-être, dit-elle. Voilà, c'est gentil, merci. La robotisation industrielle s'est substituée à notre puissance musculaire. Le guidage des missiles a remplacé la chair à canon. Le génie génétique peut se passer de nous pour la reproduction. Ne sommes-nous pas en train d'assister à la mutation des hommes en vulgaires reproducteurs, enchaînés dans des donjons par des femmes qui nous allaiteront comme des petits cochons? Là, vous êtes parti pour un marathon scénique, ça va durer 1 an encore après Paris. Vous aimez ça, les tournées? Mais j'adore ça les tournées, parce que c'est, si vous voulez, pour nous, en dehors du fait que c'est formidable, c'est comme c'est une vacance entre parenthèses, si vous voulez, c'est qu'on va à l'encontre des gens, on va vers les gens, on va les rencontrer, et on se rend compte là, la vraie température du public, ce qu'il pense exactement, comment il vit les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, quand on va en tournée, on est vraiment avec le public. Et ça, c'est...
Et dans ce qu'ils vous disent, ce qui revient le plus souvent, est-ce que c'est votre éclectisme? Il suffit d'assister à votre spectacle pour le voir. Votre vraie singularité, c'est que vous savez tout faire. C'est ce qu'on appelle l'école américaine, le musical à l'américaine, où il faut savoir tout faire. Vous aimez ça? Moi, j'aime faire tout ça. J'aime chanter, j'aime faire rire, j'aime jouer des pièces dramatiques ou des comédies. Pour moi, il n'y a pas de distinction entre tout ça. Il n'y a pas de frontière. Bonsoir. Vous avez lu mes critiques. D'habitude, je n'aime pas du tout ce que vous faites. Mais alors là, vraiment, j'aime rien. Alors, comme on se connaît, je pensais que ça vous ferait plaisir de le savoir avant de le lire demain matin dans le journal. Merci. En France, on raconte qu'il y a un étiquetage. Voilà, c'est-à-dire que les gens aiment bien chacun pour sa spécialité. Mais finalement, cet étiquetage, il est dû à qui? Est-ce qu'il est dû au public qui aime bien sectariser les gens ou aux journalistes qui aiment bien aussi le faire? C'est une question de culture. C'est vrai qu'en France, on n'a pas encore trop l'habitude de voir des gens passer d'un registre à l'autre comme ça. On s'en méfie un petit peu. On dit, ah ben non, celui-là, il chante, il peut pas quand même commencer à raconter des histoires. Ou alors celui-là, c'est un humoriste, il peut pas jouer des rôles dramatiques. Ce qu'on accepte, c'est cinéma, chanson. Voilà. Maintenant, ça commence à circuler pas mal. On voit des acteurs qui chantent et des chanteurs qui jouent la comédie. Donc, ça veut dire que maintenant, je pense que ça va venir de plus en plus. Mais il faut un laps de temps pour que les cultures se rencontrent et fleurissent en même temps. Alors, du coup, vous, comme vous avez plein de spécialités, vous avez plusieurs publics. Il y a des gens qui vous aiment surtout pour la musique, d'autres qui vous aiment surtout pour votre humour, d'autres pour votre fantaisie. Alors, c'est bien parce que ça fait beaucoup de monde. mais j'imagine qu'il faut, quand on fait un spectacle comme ça, un peu divers, il faut composer. Vous avez dosé, j'imagine, un peu de musique pour ceux qui aiment la musique, un peu de... Voilà, il faut faire un équilibre, quoi, si vous voulez. Il ne faut pas faire que de la chanson ou que des sketchs ou que des imitations. Parce qu'en définitive, ce qu'il faut savoir, c'est que le public, en général, c'est lui qui construit le spectacle. Ça, on ne le dit pas assez. Parce qu'on a une idée au départ, un grand brouillon comme ça. On arrive avec des numéros 1, 2, 3 jusqu'à 15, comme ça, de choses à dire, à faire, de sketchs, de chansons. Mais on ne sait pas trop, on n'est pas sûr. Et au fur et à mesure des premiers spectacles, c'est le public qui, en fonction des réactions, sculpte le spectacle, d'une certaine façon. Et on se dit, ça saute, ça passe pas, ça s'en va, ça on le change. Le meilleur spectacle, c'est le dernier de la tournée. Voilà. C'est au bout de 7-8 ans qu'on est arrivé à quelque chose. Comme souvent les artistes, ça a des rêves, ça a des idoles, et puis il y a des rencontres. Vous, 1972, le jour de son anniversaire, vous rencontrez votre idole, Jerry Lewis, ça se passe dans les coulisses de l'Olympia. Oui. Et c'est grâce, enfin pas grâce, en tout cas c'est par le rêve de ce type que vous avez envie de faire du musical. Oui, c'est parce que j'avais vu au cinéma, je trouvais que c'était génial et très très drôle, c'était une espèce de dessin animé vivant. Et puis il était à l'Olympia, j'étais absolument pas connu, je me suis fait passer pour un journaliste belge. Et j'avais ma carte, j'avais ici une carte, tu sais, avec les photos, puis en dessous il y avait écrit Monsieur Vente de pute. Et je vous jure que c'est vrai, et j'avais un appareil photo bidon, on appuyait dessus, il sortait de l'eau. Et je vous assure, c'était complètement... Et j'ai réussi à pénétrer dans l'Olympia. Je suis arrivé devant la porte de la loge de Monsieur Jerry Lewis, et j'ai frappé, j'ai dit, je viens de Bruxelles spécialement ici. Est-ce que je saurais parler à Monsieur Jerry Lewis? Avec un culot incroyable, je suis rentré dans la loge, et j'ai pu rencontrer mon idole, et il y a de ça... 72. En 72, voilà. On a parlé pendant des heures ensemble. Enfin, pas des heures, hein. Je mens beaucoup, On a parlé pendant exactement 5 minutes. Est-ce que vous vous considérez comme un comique ou plutôt comme un conteur d'histoire? Ni l'un ni l'autre. Je suis un homme de scène. Ça veut dire que ma vie, mon énergie elle vient de la scène. Ma force, elle vient de la scène. Je suis fait pour la scène, je suis né pour la scène. Je suis presque programmé pour la scène. Et donc, si vous voulez, je suis un homme de scène, je peux rien dire d'autre. Non, mais la définition est bonne. Hein. C'est tout. Alors, je peux y faire ce que j'ai envie de faire sur scène. Ouais. Voilà, c'est difficile à dire. C'est votre part d'exhibitionnisme. Vous êtes bien quand vous êtes là, quoi. C'est sûrement de l'exhibitionnisme, parce qu'il y a de l'exhibitionnisme. Il y en a beaucoup. Il y a du jazz dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. J'en ai marre. Il n'y a pas du gaz dans la boue, là, j'ai entendu, là. Il y a du gaz. Vous répétez toutes les conneries que je vous dis, moi. C'est lamentable.
Oh, il y a du jazz. Du jazz. Oh. Non mais dites donc. Ben ça finit, oui. Alors dans les parties humoristiques, vous abordez plein de thèmes de, on va dire, de société, le couple, vos phobies, la maladie, l'écologie, tout un tas de choses comme ça. Et puis on l'a remarqué tout à l'heure, vous êtes assez grivois. Vous aimez bien un peu tout ce qui est... Oui, enfin, un grivois, mais c'est ça. Ou coquin. C'est coquin, mais c'est. J'essaye d'éviter les pièges de la vulgarité, parce que c'est vrai que c'est. C'est vrai, c'est parce que j'ai dit. C'est assez facile aujourd'hui. Vous avez fait un spectacle entièrement consacré à ça, je crois, en 2004. Moi, je l'avais pas vu, c'était un cours de sexualité masculine. Oui. C'était chaud, paraît-il. Hein. Oui, ça s'appelait Qu'est-ce que sexe C'était le pendant des monologues du vagin. Enfin, les pendants, si je puis dire. J'ai compris. Pas... Pour finir là-dessus, dans ce spectacle, vous vous targuez d'être un sacré étalon, je crois. Si. C'est ce qu'on m'a raconté. Que moi? Oui. Je ne voudrais pas rentrer dans le détail. Quand j'étais plus gamin, j'adorais le cinéma. J'étais comme tout le monde, je rêvais de faire du cinéma. Bon, j'aurais fait n'importe quoi pour tourner un film, sauf coucher, évidemment, parce que non... Ou alors avec Brigitte Bardot, éventuellement, à l'époque. Mais encore fallait-il que je sois d'accord. Donc... Ah oui, non, parce qu'il faut pas non plus... Une première question du public. Tout d'abord, merci pour le beau spectacle que vous nous avez offert. Je voudrais savoir si parmi les one-man show ou one-woman show actuels, il y en a que vous aimez particulièrement. Ah oui, tout à fait. Oui. Il y en a 3, oui, bien sûr, que je trouve vraiment au-dessus du lot. Avant toute chose, il y a Gad Elmaleh. Il y a ensuite Danny Boone, que je trouve très, très intéressant. Et chez les femmes, actuellement, il y a une fille formidable qui s'appelle Florence Foresti. Ouais. Et voilà. Donc, voilà. Ce qui est amusant, c'est que parfois, dans les one-man shows, certains humoristes en profitent pour donner un peu, je sais pas, une sorte de leur vision un peu de la société. Vous, on sent que c'est la seule volonté de divertir qu'il y a dans la partie humoristique de votre, de votre spectacle. Faire passer des messages, ça vous... Enfin, c'est pas l'endroit pour vous. Non, non, je pense qu'il y a des artistes qui font ça beaucoup mieux que moi. Moi, je suis là pour divertir, c'est tout, et c'est ma seule ambition. Je veux dire que il faut éviter de marcher sur les plates-bandes de nos collègues de bureau, parce que c'est... D'autant que la scène est très encombrée. La scène est très... Il y a beaucoup de monde, et il y a des gens formidables qui font ça très, très bien. Et balancer sur d'autres vedettes, c'est un sport national, ça, en France. Vous, c'est pas trop votre truc, je crois pas. Je vous ai jamais entendu. Non, la causticité, le sarcasme, une certaine forme d'agressivité, c'est pas ma nature. Donc je vais pas essayer de me plier à la mode pour faire du succès. Je vais aller contre ma nature. Donc je suis pas comme ça. Alors ça a beau être un spectacle qui célèbre vos 30 ans de scène, 80% de ce qu'on a vu ce soir est inédit. Malgré tout, il y a quand même des passages oubliés, j'imagine. Si vous ne faites pas quel sketch, le public vous en voudrait, à votre avis? Si je fais pas la mouche et le bourdon, le chinois... Un jour, ou peut-être une nuit, une mouche s'était Speedy, poursuivi par un énorme gros bourdon. La mouche tsetse arriva près d'un très grand carreau. Le bourdon, ce con, ne vit pas le carreau. Je dois être honnête avec vous, ce sketch, je l'avais jamais vu sur scène, moi. Je l'ai souvent vu à la télévision. Et sincèrement, ça me faisait pas marrer. Et quand je vous ai vu l'autre jour sur scène le faire, j'étais écroulé. Oui. Non, mais je sais pas pourquoi. Non, mais vous savez, très souvent, la télévision ne donne pas une image exacte de la réalité. Quelquefois, quand on a un spectacle, c'est beaucoup moins évident, c'est moins fort. Vous êtes devant votre télévision, vous avez vu la télévision, vous avez un humoriste, vous êtes là allongé, là, comme ça, vous êtes dans votre télé, dans le canapé. Hein, vous êtes là avec votre épouse, vos enfants, je sais pas, ou même il est très tard la nuit. Vous regardez la télé, il y a un mec qui a... Il y a le téléphone, machin, il faut aller pisser, machin, tout ça.
Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez à la télévision? Rien du tout. Ouais. À la télévision, vous ne voyez rien du tout. Vous êtes là dans une salle comme au Casino de Paris, vous avez 1500 personnes qui vibrent ensemble, qui rient ensemble. Au même moment, je vous assure que ces gens-là, quelle que soit leur religion, leur race, leurs origines, etc., à ce moment-là précis, ils s'aiment. C'est la société idéale. Et ça, c'est très important. Ils s'aiment à ce moment-là. Et ça, pour nous, on le sent, ça, nous qui sommes sur scène. Ça, c'est jouissif, ça, c'est irremplaçable, ça. Voilà. Et pensez à tout ça, pensez à tout ça. Une autre question du public. Oui. Pardon. Bonjour. Bonsoir. L'imitation de l'Africain fait partie de vos grands classiques. Pourquoi ce sketch ne fait pas partie de ce nouveau spectacle? Mais parce que je l'ai beaucoup fait et que, bon, je voudrais me faire une petite pause. Et si ça vous faisait moins marrer aujourd'hui? Et moi, il se trouve qu'aujourd'hui, je l'ai tellement fait que, bon, j'ai envie de faire une pause, franchement. Mais il n'est pas dit que je ne recommencerai pas, parce que, de toute façon, il y a évidemment, de ma part, vous vous en doutez bien, aucune connotation raciste, pas une seconde, jamais. Parce que certains vous en reprochaient parfois. Non, non, mais il y a très longtemps. Puis de toute façon, je ne rentre pas dans ce débat, parce que c'est tellement aberrant. Mais ce que j'aime dans l'Africain, c'est l'accent, c'est le personnage, c'est sa gouaille, sa naïveté, sa gentillesse, sa candeur. Ce que j'aime, c'est ça. C'est pas pour me moquer de... Donc voilà, je veux pas... Voilà, bref. Voilà. Non, juste, je voulais raconter pour l'anecdote, ce sketch de l'Africain, vous l'avez fait dans un endroit incroyable, c'est aux 50 ans de l'ONU, devant 150 diplomates. Tout le monde vous avait déconseillé de le faire, parce qu'il y avait des diplomates noirs qui étaient là. Vous avez eu le culot de le faire, et je crois que ça a marché. Oui. Mais oui, parce qu'ils savaient bien qu'il n'y avait rien de... Il n'y avait rien de raciste là-dedans. C'était surtout, on m'avait dit éviter parce qu'on ne sait jamais. Mais ça a été le meilleur moment de la soirée. Alors, il était un peu nerveux, ce cheval. Je sais pas, à mon avis, c'était la première fois qu'il se faisait monter, lui aussi, hein. Ah, oui. Il avait dû hennir n'importe quoi pour se faire engager. Parce qu'un cheval, ça hennit, hein. Ça fait... Alors, moi, je lui répondais, je faisais un petit cheval. Lui était là. Ce que vous faites beaucoup aussi, donc mais ça c'est dû à votre fantaisie, c'est les grimaces, les bruitages, les mimes. Dans la vie, vous en faites aussi? Vous faites ça pour déconner avec tes copains? Tout le temps. Je me fais des grimaces. Faites-en une, là, voir. Mais non, Une question du public, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'aurais voulu savoir si, comme d'autres humoristes, vous avez déjà été contacté pour faire des doublages de dessins animés. Oui, absolument. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait la vie secrète du petit chaperon rouge, je crois. Et je faisais le loup. Le loup, c'était comment? Oh, le loup, il était du coin, il était sympa, il voyait la petite, il lui sautait dessus, il fait bien là, toi, ma petite chérie. C'était très mignon. C'était vraiment un loup très sympathique, pas du tout agressif. Tout. Mais j'adore les dessins animés. Mais d'ailleurs, votre gestuelle sur scène est très cartoon. Mais oui, parce que le dessin animé, c'est génial, quoi. Ça va vite, c'est plein de choses. Ça développe l'imagination. Il y a les imitations aussi, bien sûr. Vous en avez été très généreux de cela ce soir. Il y a des personnages que vous n'avez pas fait, que vous maîtrisez bien. Moi, je sais pas, j'ai un souvenir de vous, c'est le Belmondo. Je me disais, Michel Leb, c'est oui, le mais Belmondo. non, mais pas là. Alors là, vous n'êtes pas bien tombé ce soir, parce que demain soir, je vais faire toute une série d'imitations, pour ceux qui voudraient revenir. Je vais faire toute une série d'imitations d'acteurs comme ça, vivants ou disparus, dans un sketch sur Molière. Et si on en avait un petit apéritif, là? Le fils du tapissier s'appelle Jean-Baptiste et il a décidé de devenir artiste. Au lieu d'être patron de quelques apprentis, il sera simplement valet de comédie. Voilà, c'est tout. Et après, il y en a plein d'autres. Ouais. Et je vais pas tout vous faire. Gabin, vous avez amorcé un petit peu ce soir. Qui ça? Gabin. Jeannot. Bah, faudra revenir demain, mon petit gars. Mais je ne vous cache pas que je ferai tout pour faire gagner quelqu'un de mon camp. Et bientôt, je ne me permettrai aucune distinction, bien entendu, entre ceux qui, à droite, briguent ma succession. Je n'y mettrai cependant que quelques conditions. Tout d'abord, le candidat ne doit pas être petit. Ne pas être brun. Et surtout avoir un nom bien de chez nous.
Un nom comme Martin, par exemple. J'aime bien les noms qui se terminent en « un ». Martin, Duchemin, il y en a évidemment bien d'autres, mais ils ne me viennent pas à l'esprit pour l'instant. Alors, il y en a un que vous imitez super bien, c'est Jacques Chirac. Et j'ai trouvé que... J'ai trouvé que, sur le fond, sur le texte, c'était assez bien vu dans sa gauloiserie. Ça, je trouvais que vous l'aviez bien chopé là-dessus. On a l'impression que vous avez une certaine tendresse pour lui. Oui. Oui, oui. Ah, mais sérieusement? J'ai une certaine tendresse. J'ai la chance de le connaître depuis longtemps. Et c'est quelqu'un que je respecte et qui, humainement, est tout à fait exceptionnel. Mais de là à parler politique dans un spectacle, là encore, c'est pas... Non, je laisse ça encore à ceux qui le font mieux que moi. Mais il va y avoir une campagne présidentielle bientôt. Sur un plan personnel, ça vous intéresse? Parce que je sais que, et je dis pas ça pour les juger, mais il y a des artistes qui, parce que, je sais pas, ils sont occupés ou quoi, s'intéressent assez peu à l'actualité. Vous faites partie de cela ou vous êtes hyper sur l'actu? Non, je m'intéresse à l'actualité, mais dans la vie de tous les jours. Sur scène, je vais pas dire sur scène ce que je ressens dans l'actualité. Alors, une passion manifeste, ça se voit sur scène, c'est la musique, bien sûr, le jazz en particulier. Oui. Tout ça, le premier disque qu'on vous a offert, je crois que c'est un disque de Ray Charles. Oui. Tout ça part de là. Tout ça part de ma maman, qui m'a offert, lorsque j'avais 12 ans, un album de Ray Charles. Et je suis tombé complètement amoureux de la voix de Ray Charles, de sa musique, etc. Et à l'époque, il était extrêmement influencé par Nat King Cole. Et donc, du blues et de cette voix un peu Nat King Cole, ça, je suis passé au jazz. Et après, j'ai plus quitté cette musique jusqu'à Sinatra. Et puis, c'est pas une posture, parce que vous avez dirigé le festival de jazz de Nice. Enfin, vous avez vraiment fait beaucoup de choses. Voilà, pendant 3 ans, je me suis occupé du festival de jazz de Nice, où j'ai invité, bien sûr, tous les musiciens que j'adorais. Vous parlez de Sinatra, vous avez rencontré Sinatra grâce à Chirac. Alors exactement, c'est pour ça que j'aime beaucoup Jacques Chirac. En fait. C'est parce que... ah mais c'est drôle, ouais. Et c'est curieux d'ailleurs, et vous allez trouver que j'exagère, mais c'était également le jour de mon anniversaire. Décidément. Vous ne vous refusez rien. Non, mais là, ce jour-là, c'était donc Jacques Chirac qui remettait à Frank Sinatra la médaille de la ville de Paris. Et... grâce à Lynn Renaud, j'avais pu faire partie d'un groupe de gens qui assistaient à cette cérémonie. Et il y avait beaucoup de gens du show business. Alors, il y a eu un pot après, etc. Et toute la petite équipe, Sinatra, Liza Minnelli et Sammy Davis Jr., Lynn Renaud, il y avait Gregory Peck également, hop, se sont dirigés dans une petite pièce. Et puis, ils ont disparu comme ça. C'était complètement catastrophique. J'ai dit, qu'est-ce que je veux pas rester là avec tous ces gens de show business que je vois tous les jours? C'est pas très... Qu'est-ce que je peux faire? Et tout d'un coup, je vois Jacques Chirac sortir de cette pièce, avec ses grands pas, comme ça. Je lui dis, Monsieur Chirac, ça va, vous allez bien? Ah, Michel, comment ça va, là? Je lui dis, écoutez, vous êtes parti, là, juste, là, avec Sinatra, Sammy Davis et Liza Minnelli, et je voudrais tellement serrer la main à Sinatra, c'est mon anniversaire. Et aucun problème, mon vieux, entrez là, et crac, crac, comme en 2 secondes, je me suis retrouvé au milieu de cette assemblée absolument sublime, et Sinatra était en train de se servir un whisky. Et Jacques Chirac lui tape sur l'épaule, il fait « Hey, mais alors, tu sais, il dit « Hey, may I introduce you to you, Mr. Leb, Michel Leb, he's a French comedian, etc. » machin. Alors, Sinatra, il avait un petit whisky à la main, et il dit « C'est son anniversaire, ça. » Et Sinatra a pris donc la bouteille, un autre verre, il m'a servi un whisky, il me dit « Have a drink. » Oh yes. Et on a trinqué tous les deux. Et on a bu un petit verre, on a discuté. Et alors, je voulais lui parler, moi, de jazz, de chansons, etc. Il m'a parlé de sa salle de bain, lui. Et pendant 25 minutes, il m'expliquait que finalement, les carreaux roses qu'il avait mis lui plaisaient pas. À la défaite. Alors, moi, j'étais scié, moi. Je croyais qu'il voulait parler avec Sinatra de musique, de trucs, de chansons, de tout, Stranger in the Night, et tout ce qu'on veut. Et il m'a parlé que de sa salle de bain. Bref. Enfin, on s'est quittés très potes et on s'est retrouvés d'ailleurs 2 ans plus tard devant un plat de spaghettis. Puisqu'on parle des crooners, vous le faites merveilleusement bien. Je ne crois pas qu'il suffise d'avoir une jolie voix pour être crooner. J'imagine qu'il y a de la technique, il y a une question de rythme peut-être, enfin je sais pas, peut-être... Le crooner, c'est comme le jazz. C'est un état d'esprit.
le jazz, c'est une musique, c'est vrai, mais c'est surtout un comportement. Ouais, parce que je me demandais ce qu'il y avait dans le jazz que vous ne trouviez dans aucune autre musique. Pourquoi vous êtes passionné par celle-ci? Parce que c'est une manière d'être. C'est pas seulement de la musique. C'est de la musique, c'est la plus belle musique du XXe siècle. C'est la plus belle musique du XXe siècle. Mais c'est une manière d'exister, de se comporter dans la vie. On improvise comme Pourtant, ça. souvent, les grands fonction... jazzmen avaient des vies difficiles. Hein. Oui, non, mais je parle pas des jazzmen. Je parle de l'état d'esprit que ça provoque. C'est-à-dire, c'est une façon d'appréhender la vie et de vivre. Vous avez eu la chance de rencontrer Count Basie, un immense pianiste. Vous avez joué avec Count Basie? Ça doit être un bon truc. J'ai pas joué avec l'orchestre de Count Basie, j'ai chanté avec l'orchestre. Vous auriez pu, dans le privé, faire un petit bœuf avec lui à 4 mains, je sais pas. Non, un petit plaisir comme ça? Non, malheureusement, non. Le piano, malgré tout, j'imagine que ça s'entretient. Vous en jouez en permanence, je sais pas. Mais j'en joue du piano, mais regardez, demandez à mes musiciens qui sont là-bas. Puisqu'ils sont là, on va les applaudir. Ah oui, ils peuvent venir sur scène d'ailleurs, parce que... Venez, venez. Venez. Alors, ici, c'est Aldo Franck, qui est compositeur, arrangeur, chef d'orchestre. À la basse et à la contrebasse, Dominique Westrich, avec lequel je travaille depuis 25 ans, lui aussi. Et le petit dernier, un jeune garçon, plein d'espoir, plein de talent, c'est une future grande star de la percussion, c'est Marc Chantreau. Et Marc Chantreau est dans le métier depuis toujours. Il a accompagné pratiquement tout le monde. Vous êtes tous fans de jazz, j'imagine? Bah oui. Ça tombe bien que vous soyez tous les 4. J'ai préparé un petit blind test. On va voir qui est le meilleur. Moi, je vais envoyer des musiques. Il y a des jokers? Non, il faut savoir répondre. Non, c'est hyper simple. C'est plus pour le plaisir d'en écouter. Et parfois, c'est des versions un peu modifiées. Allez, Sinatra. Ah, il y a eu soufflage ou pas? Comment on dit? Non, non, c'est lui qui a dit chic to chic. T'as pas soufflé, toi, Mabi? Non, j'ai entendu. Allez, une autre. Le chanteur. C'est Nat King Cole. Nat King Cole, absolument. Nat King Cole. Non, mais c'est un peu provoquant de vous soumettre ces titres-là, mais bon. Bah oui, vous devriez répondre plus bah oui. moi, hein, parce que là, vous n'êtes pas très rapide. Hein. Ah non, mais moi, j'ai pas voulu... Non, mais c'est vous, c'est vous. J'ai pas voulu... Allez-y, mais moi, je veux pas m'en mêler. Allez, on enchaîne. Allez-y, les gars. Jerry Lewis. Jerry Lewis, bravo. Making Whoopie. Making Whoopie, c'est Jerry Lewis. C'est-à-dire qu'il a une voix incroyable, celui-là. Chantait incroyable comme il chantait, lui. Une petite dernière, parce que moi, c'est un type... J'adore le jazz. C'est un type qui sort un disque l'an dernier. Et il reprend tous les standards des années 50. Ils avaient du mal à donner les réponses. Quoi? Non, mais oh! C'est un sans faute, sans faute. On n'a pas fait de faute. Marc Chantreau n'a pas beaucoup participé. Parce qu'il est très bon, bah, messieurs, en tout cas, c'était sympa de vous avoir. On les applaudit encore une fois, les musiciens de Monsieur Leb. Très gentil, hein? Ah, tu verras. On ne t'oubliera pas, toi qui vis, toi qui vois. L'alpha et l'oméga, tu verras. Tu lanceras ton tonnerre sur les toits de la terre, sur nos têtes de bois, tu verras. Le cantique étourdi du cœur des chérubins, taper le cri du jazz avec toi le matin. On sentira vibrer toute la voûte éblouie. Tu nous verras de loin allumer nos abris, en écoutant ton blues écarter l'infini. Et à ce moment-là, on se retrouvera. Une question du public. Bonsoir. On le voit dans votre spectacle, vous jouez merveilleusement du piano. Avez-vous pris des cours ou êtes-vous naturel? J'ai pas pris de cours, justement, et je le regrette. Tout ça à l'oreille? Ouais, si j'avais vraiment travaillé la musique, probablement que je serais devenu musicien plutôt que comédien, tellement j'aime ça. On abuse si on vous demande une petite minute d'impro au piano, Michel? Là, maintenant, là? Ouais. Oh, j'ai envie de faire. On peut tout lui demander si on est poli. Bon, si on l'applaudit. Ici.
Bravo. Merci. Ce qui me fait marrer, c'est Je que sais pas ce que je fais, c'est ça qui me plaît. Non mais vous restez jamais sérieux très longtemps. Il y a toujours un moment donné où vous avez envie de déconner, c'est ça que... Ben oui, ben il faut toujours un peu déconner, il faut pas se prendre trop au sérieux. Mais c'est vrai que franchement, je sais pas ce que je fais. Moi, je trouve ça la classe. J'aurais adoré savoir faire ça, pouvoir arriver n'importe où, il y a un piano, je m'assois, je joue quelque chose, je trouve Ah ça mais classe. ça, au début, quand j'étais petit, pour les gonzesses, c'était au poil. Hein. Ah, j'arrivais, je faisais un peu de piano, tout ça, les filles... Ah. Mais c'était tout, après je... Le public? Bonsoir Michel. Bonsoir monsieur. Vous êtes un grand passionné de jazz, on voit. Vous évoluez dans un univers, c'est un état d'esprit comme vous le dites. Et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aborder d'autres univers musicaux, comme le rap, le hip-hop ou d'autres univers? Ben, c'est-à-dire, vous savez, j'ai 3 enfants et qui sont respectivement âgés de 16, 17 et 20 ans. Donc, ils sont pile poil dans cette musique-là. Et donc, non, c'est pas que ça me plaît pas, hein, c'est qu'effectivement, je m'éduque grâce à eux. Parce qu'en fait, c'est eux qui m'apprennent ce qui se passe réellement. Alors pour parler d'autre chose, 30 ans de carrière, c'est évidemment pas mal d'anecdotes. Vous en racontez quelques-unes sur scène. Il y en a 2-3 qui n'ont pas été racontées, donc je voulais un peu vous les livrer. Vous avez face à vous un maîtrisé en philosophie. Vous avez été prof de philo. Oui. Vous avez fait ça pendant 1 ou 2 ans. Vous faisiez des cours de philo, mais qui n'étaient pas du tout sérieux. Vous essayez toujours de faire marrer les élèves. Il y avait vous faisiez des mimes, tout ça. Enfin... J'imitais les philosophes. Ouais. C'est vrai. Ça donne quoi? Non, parce que ça donne quoi je pouvais imiter Platon, puisqu'il n'y avait aucune trace de sa façon de parler. Alors, je pouvais faire ce que je voulais. Alors, ça donnait quoi? Eh bien, je disais alors bonjour, parce qu'il avait l'accent grec. Et Platon était grec. Et il disait alors, je vais aujourd'hui vous parler du mythe de la caverne. Et le mythe de la caverne, c'est une histoire un peu longue à expliquer pour maintenant, mais en fait, je développais ça. Alors, les gamins qui étaient en classe, ils avaient des petits magnétos, ils enregistraient tout ça. Parce que quand je faisais Kant, philosophe allemand, je parlais avec un accent un peu forcé comme ça. Et évidemment, je disais, ah, c'est schön la philosophie. Et donc, bon, ils notaient tout ça. Bon, alors je parlais de ça. Et puis, vous avez des bonnes notes quand même, vos élèves, après, ou pas? Laissez-moi finir, j'y pense. Et donc, petit à petit, les enfants retournaient chez eux avec des textes et surtout avec des cassettes enregistrées. Et les parents, ils entendaient, ils disaient, c'est quoi ce prof de philo, là? Avec son accent grec, des accents allemands, Kierkegaard, danois, etc., etc. Et puis bon, et ils sont venus voir le proviseur un jour en disant, écoutez, c'est quoi ça? Le proviseur est venu me voir, on disait, qu'est-ce que vous faites? Puis je dis, mais je leur donne envie d'accéder à la philosophie avec un peu d'humour, c'est tout. Bon, maintenant, si ça va pas... Oh, il dit, mais non, ça va pas, c'est pas possible, on peut pas travailler comme ça. Mais je dis, bah, si on peut pas travailler comme ça, je m'en vais. Et je suis parti. Et j'ai laissé tomber l'enseignement ce jour-là. J'ai été exercer mes talents sur d'autres planches, si je puis dire. Exactement. Voilà. Mais en tout cas, ce que je trouve... Enfin, ça doit être assez jouissif d'être un intellectuel. Et... Je suis pas un intellectuel du tout. Si, je suis désolé. Non, je suis pas un intellectuel. Donc je trouvais ça jouissif de faire de la philosophie et d'aller faire le zouave à la télévision pour faire la pub d'un insecticide. Je trouve que le décalage est amusant. Mais alors, mais comment? Pourquoi c'est pas possible, ça? Mais qui a dit qu'on devait faire de la philosophie et après on pouvait pas faire de la pub pour Bégon jaune ou Bégon vert? Qui a dit que c'était interdit, ça? Pas moi. Bon, ben pas moi non plus, moi je l'ai fait. Et je me suis bien amusé. Et ben voilà, c'est ce que je vous dis, ça doit être jouissif. Mais c'est très jouissif d'enseigner à des élèves la théorie du mythe de la caverne et de leur montrer qu'on peut utiliser bégon jaune ou bégon vert. Pour moi, c'est le plaisir de faire les choses. Le plaisir de faire les choses. Voilà, c'est tout. Décider qu'on est très bien par terre et finir la bouteille de biscuits. Plus tard, beaucoup plus tard, ramper jusqu'au lit et dormir ce qui reste de la nuit. Le lendemain matin, prendre un Alka-Seltzer, manger la dinde froide avec de la mayonnaise, vomir et nettoyer la cuisine. Dernière anecdote, la scène se passe à Pessac, en Gironde, dans une boîte de nuit. Je vous laisse raconter la suite, Michel. On m'attendait en scène
dans une discothèque à 2 h du matin. Il faut dire que moi, j'ai fait des discothèques à 2, 3 h du matin dans des salles, je vous dis même pas le truc. Et l'animateur dit, et maintenant, voici des cabarets parisiens, Michel Leb. Et juste avant moi, il y a un mec complètement bourré qui rentre à ma place. Mais comme personne ne m'avait encore jamais vu, il savait pas la tête que j'avais. Et le mec qui arrive en scène fait... Et là, il fait un carton, le mec. Et moi, j'attends derrière dans les coulisses. Ça, c'est incroyable, ça. Et le mec... Alors l'animateur le laisse parler 3 minutes, il fait un malheur, bon, bref. Et puis, alors, il dit, bon, alors, sort. Alors, on le sort. Et puis on dit, mesdames, messieurs, excusez-moi, mais c'était pas lui, Michel Leb, voici le vrai Michel Leb. Je suis rentré, moi, sur le ventre. Il y a personne, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Alors moi, j'ai essayé avec mes trucs, ça n'a pas marché du tout. J'ai mis un temps fou à prendre le public. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est comme ça qu'on apprend son métier. Parce que ce que je trouve sympa dans cette anecdote, c'est qu'il y en a eu des dizaines et des dizaines comme ça. Vous êtes quelqu'un qui a appris son métier dans les cabarets. Dans les cabarets. Aujourd'hui, les humoristes apprennent leur métier souvent à la télévision. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est une école que vous trouvez efficace? Ah ben, mais c'est formidable, le cabaret. Parce que les gens mangent. Oui, donc plus que la télévision. Oui, parce que les dîners-spectacles, les gens dînent. Et il faut les capter. Parce que quand vous arrivez en scène, surtout que moi, je débutais là, et alors on me mettait en levée de rideau, si je puis dire. Donc les gens étaient encore en train de dîner. Donc il fallait arriver là, et puis il fallait les capter. Moi, je disais à madame, si votre glace a fondu à la fin de mon truc, c'est que j'ai gagné. Alors il fallait pas qu'elle mange, parce qu'elle me regardait comme ça. Il faut même parfois avoir quelques notions médicales, parce que vous avez fait, je crois, un spectacle une fois dans une boîte à Cabourg, et le plafond s'est effondré. Oui, c'est vrai, oui. Comme on dit, j'ai cassé la baraque. Vous avez mis du temps à retourner à Cabourg après, je crois. Une sorte de malédiction, vous avez dit, moi, je ne veux plus aller là-bas. Oui, en fait, parce que vos informations ne sont pas très justes. En réalité, ce qui s'est passé... Non, parce que ce n'est pas à Cabourg. C'était à Paris. Ah. Et à Cabourg, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'avait convoqué pour faire un spectacle devant des carabins. C'est-à-dire devant des étudiants en médecine. Ah, d'accord. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un carabin? Je n'ai pas fait d'études de médecine. Et une inculture. C'est effrayant. Enfin bref. Non, mais c'est pas grave. Et donc, il m'avait convoqué pour faire ce truc-là. J'arrive en scène avec, à l'époque, c'était pas Aldo Franck, mon pianiste, c'était un autre garçon, et qui jouait très très bien, mais bon, alors on arrive en scène, et les carabins entre eux, ils fêtaient leur fin d'études, quoi. Et ils parlaient entre eux, ils chahutaient entre eux, ils étaient debout, et ils... Oh là là là, et tout des chansons grivoises et tout ça. Et moi, j'étais en scène avec mes sketchs, et puis je commence à blablabla. Personne ne m'écoutait. Personne ne m'écoutait. Il y avait 700 ou 800 mecs dans la salle, personne ne m'écoutait. Et puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que j'étais là. Puis ils se sont tournés, ils font « Allez, casse-toi, allez, dégage !» Et puis moi, j'étais là, mais je dois faire mon spectacle. On n'en veut pas, ton spectacle, dégage! Et j'étais pas très, très connu, c'était à mes débuts. Et vous savez, quand vous avez 800 mecs qui vous disent « Dégage !» Eh ben, il vaut mieux partir. Hein. Donc, je me suis cassé. Et je suis allé dans ma loge, mais désespéré. Je dis, c'est pas possible, je suis resté 5 minutes en scène, c'est une horreur. J'ai pas mérité ça. Et je vous assure que c'est vrai. Et on a frappé à ma porte, tang, 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 et la porte s'est ouverte. Et le directeur du casino de Cabourg qui me recevait à ce moment, il dit, je suis désolé, vraiment, je suis désolé, c'est très difficile, je sais. Écoutez, c'est pas compliqué. L'année dernière, on avait Charles Dumont, il est resté 1 minute 30 en scène. Ah, Charles Dumont, bon. Et mais il y en a qu'un qui a fait un carton, c'est Serge Gainsbourg. Il s'est retourné, il leur a montré son cul, et là, ils étaient heureux. Eh ben, ça, c'est vrai. Eh ben, pas d'anecdote, ça? Oui, ben, c'est des histoires vraies, tout ça. Ouais, je sais que c'est des histoires vraies. Ouais, et De Vos, le mec, il avait été tellement honteux qu'il n'avait même pas frappé à sa porte. Il avait glissé le chèque sous la porte, puis il n'avait même pas voulu le rencontrer, il s'était barré. Bon. On parlait de sentiments tout à l'heure. C'est l'autre secret de votre réussite, au-delà de votre talent. C'est votre femme. On l'accueille, Béatrice Leb. Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous à côté de Michel. Michel ici et de l'autre, inversé. Voilà. Mais magnifique, ma femme, elle est belle. Vous croyez pas si bien dire? Beaucoup de gens m'ont dit, tu vas voir, ils se ressemblent. Est-ce que vous trouvez que vous vous ressemblez tous les deux? Il a tout copié sur moi. On vous le dit souvent, vous vous ressemblez physiquement ou c'est juste... Non, c'est vrai. Ah, d'accord, c'est pas une vue de mon esprit. Je sais pas si c'est vrai, mais on vous le dit souvent, en tout cas. Bon. Alors, femme, certes, mais surtout productrice. C'est vous qui tenez la baraque, en fait. Oui, enfin, tenir la baraque, oui, c'est une façon de parler. Pas la culotte, hein, oh. J'ai pas dit la culotte, j'ai dit la baraque. Oui, justement, mais c'était très intentionnel. Non, pas du tout. Non, mais on travaille en famille, quoi. Voilà, ouais. Donc vous êtes la femme de l'ombre.
Voilà. Voilà. Et voilà, c'est pour ça que je suis pas très à l'aise, parce que c'est pas mon truc d'être là. Mais si, vous avez l'air très à l'aise, pourquoi? Bon. Est-ce qu'il vous arrive de prendre des décisions, y compris artistiques, Michel, sans prendre l'avis de Béatrice? Non, bah non, parce qu'elle est pas ma productrice, donc ça me paraît difficile de prendre des décisions sans lui en parler. Je suis obligé de lui dire que je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, j'ai une idée. Seulement, on discute. Et c'est une femme d'affaires, hein, donc elle sait ce qu'elle veut. Et elle a souvent raison, ce qui est très énervant. Et puis après, donc, on se retrouve après la discussion. Alors là, on change de décor, on est dans la maison avec les enfants et c'est ma femme. Mais si par exemple, Béatrice, vous trouvez un sketch pas drôle que vous propose Michel, ça a peut-être pu arriver. Ce qui est toujours difficile, c'est la partie où on doit justement donner son avis avant que le public, avant que les autres aient pu dire quoi que ce soit. Donc c'est finalement une prise de position qui est difficile parce qu'il faut vraiment dire ce qu'on ressent vraiment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un des gros problèmes pour un artiste, c'est trouver de la confiance dans son entourage. Et Dieu sait si beaucoup de gens se sont fait avoir. Donc est-ce que finalement, sa femme, ou en tout cas la famille, c'est plus évident, c'est la facilité pour avoir confiance? Mais je pense que c'est vrai que c'est l'idéal. Il y a certains artistes qui ont ou leurs frères ou leurs sœurs qui travaillent avec eux. Bon, là, c'est la femme, c'est vrai que c'est l'idéal. Le problème après, c'est la compatibilité entre les caractères et les tempéraments. Ou c'est possible ou c'est pas possible, mais à cause de ça. Mais c'est vrai que sinon, c'est l'idéal, parce que la confiance est là et on travaille tous dans le même sens. Parce que quand je disais la baraque tout à l'heure, vous y mettez aussi le fric. Vous êtes producteur de ce spectacle, c'est vous qui prenez le risque financier. Vous prenez même le risque d'avoir un orchestre live. Voilà, c'est assez audacieux, c'est pas toujours facile de remplir les salles. Donc le risque financier, c'est vous qui le prenez sur un spectacle comme celui-ci. Oui, mais si ça marche... Michel, il fait... Oui, mais c'est bien, je pense, de prendre les décisions financières aussi, de décider s'il veut un grand orchestre, il a un grand orchestre. Oh oui, je veux. Tout est possible, je veux dire. De travailler ensemble, c'est aussi tout simplement un moyen de vivre plus ensemble. Les artistes sont toujours en vadrouille. C'est une façon d'être un peu plus avec votre époux et de le surveiller. Je ne suis pas du tout une femme jalouse. Et toc. Je pense d'ailleurs que pour les femmes, moins on est jalouse et mieux c'est. De toute façon, dans le spectacle, il dit qu'il est fidèle. Vous n'avez pas à être jalouse. Ah oui, je ne vais pas demander, je ne vais pas forcer à le dire. Mais oui, mais aujourd'hui, la fidélité, c'est la base de tout. Non, mais c'est vrai, c'est le ciment de tout. Il y a des cartes de fidélité pour tout maintenant. Franchement, pour les voyages, pour les portables, pour les hôtels, pour les vacances, pour tout. Hein? Même ma femme, elle a une carte de fidélité. C'est ma carte bleue. Une question du public? J'aurais voulu savoir si... On sait que Michel est un séducteur. Son public est de beaucoup de femmes. Est-ce que vous en avez souffert? Et est-ce que c'est difficile de vivre avec un séducteur? Non, c'est flatteur. Parce que si vous avez choisi, c'est que finalement, vous le méritez un peu quand même par rapport à toutes les autres. Mais... Non, mais... Tout ça, c'est nickel, tout ça, c'est bien rodé. C'est la classe, hein. Difficile. Non, mais moi, je trouve ça formidable. Enfin, c'est la même chose pour un homme, je suppose, quand... sa femme est regardée par les autres hommes, bon, même si on a une petite pointe de jalousie, on doit être fier aussi. Donc je pense que c'est le même phénomène. Parce que le goût de Michel Leb pour la séduction date pas d'aujourd'hui. Quand vous aviez 17-18 ans, je crois que vous avez transformé votre chambre en espèce de petit cabaret de jazz pour attirer les filles. Vous n'aviez même pas encore votre permis, vous aviez une voiture, vous faisiez la tournée de toutes les copines des lycées pour les ramener chez elles. Enfin, tous les moyens étaient bons, quoi. Ah oui, il fallait bien survivre. Et une fascination pour les jambes, paraît-il. Ah oui. C'est parce que c'est lié à un film qui était un de mes films de chevet. Béatrice le connaît. Le lauréat? Non, c'est L'homme qui aimait les femmes. Ah, Charles Denner. C'est Charles Denner dans un film de Truffaut. Ouais. François Truffaut. Ah bah oui. Et là, évidemment, le film démarre sur un plan de jambes de femmes qui arpentent. Et le texte dit les jambes des femmes sont comme des compas qui arpentent le globe terrestre, lui donnant son rythme et son harmonie. Et c'est vrai que ça m'avait marqué. Oui, ça m'avait marqué quand j'étais plus jeune, quand j'avais vu ce film. Et maintenant, ça reste un film de référence, que c'est un des plus beaux films sur les femmes jamais réalisés. Merci d'être passé par troisième rappel de Michel Leb. On applaudit Béatrice, s'il vous plaît. Merci à vous.
Quelques mots quand même sur le comédien. Vous avez eu de grands succès théâtraux. Je vais en citer quelques-uns. 12 hommes en colère, Madame Doubtfire, Amitié sincère avec Bernard Murat récemment. Malgré tous ces grands succès, j'ai lu parfois dans des interviews, vous disiez avoir le sentiment d'être parfois un peu boudé par le milieu du théâtre. Au départ, oui, forcément, parce que j'arrivais de la télévision, j'arrivais du cabaret, j'arrivais de choses comme ça, et c'était pas très bien vu, des vedettes de télévision qui se mettaient à faire du théâtre. C'était pas bien vu du tout. Est-ce que c'est un milieu où on se prend un peu au sérieux, parfois, le théâtre? Les théâtreux, comme on dit. Oui, maintenant, ça a beaucoup changé, mais à l'époque, il y a une vingtaine d'années, c'était encore très sérieux. Je sais pas, aujourd'hui, ça s'est vachement démocratisé, quand même. Mais d'ailleurs, quand vous faites ce numéro qui consiste à prendre des gens dans la salle, les faire monter sur scène, Oui. je me dis si c'était pas une façon de désacraliser un peu le genre. C'est aussi pour désacraliser, mais c'est aussi pour faire participer le public. Parce que le public, à un moment donné, c'est formidable qu'il participe au spectacle, et qu'il monte sur scène, et qu'il joue la comédie, qu'il se rende compte de ce que c'est de jouer devant du public. La pièce commence, allez. Stop, non, attendez, excuse-moi. Là, c'est quoi? C'est les valises pour Tekel, là, que... Non, c'est les valises lourdes, mais elles sont pas forcément basses. Allons-y, allons-y. Très malheureux. Allez, lourde. Qu'est-ce on dirait qu'il a mal aux pieds, on dirait pas qu'il a des valises lourdes. Là, la porte, là. Voilà, c'est vrai, on ouvre la porte. Non, mais où tu vas, toi? Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais la porte, mais ouvre la porte comme ceci, n'est-ce pas? Voilà, c'est une porte qui est tricotée par ta maman, la porte, on dirait. Et sur le cinéma, on en dit un petit mot, vous avez fait quelques comédies dans les années 80. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une histoire un peu ratée entre le cinéma et vous? Non, non, l'histoire n'est pas ratée, elle n'est pas commencée. Ouais, c'est vrai. C'est une façon, effectivement. Ouais. Elle n'est pas commencée. Elle est, comment on dit, elle est bredouille, on bredouille, mais ça va venir. Le cinéma reste encore assez fermé sur lui-même. Ça se pratique par groupe, par famille. Il faut rentrer dans ces familles. Il faut avoir la carte, comme on dit. Pardon? Il faut avoir la carte, comme on dit. Il faut avoir la carte, oui. Alors là, je l'ai pas, alors. C'est pas grave. Une question du public? Oui, bonsoir. Je voulais vous demander quels sont vos goûts en matière de cinéma et qu'est-ce que vous préférez particulièrement? J'aime le spectacle. Donc, ça veut dire les films à grand spectacle. Ça va de Bénure à Casino Royale, donc en passant par tout. Le spectre très large. Voilà. Et puis les comédies. Et puis j'ai une tendresse pour le cinéma italien. Voilà. Vous avez le temps d'aller au cinéma, en fait. Vous en voyez un peu. Je vais jamais au cinéma. Je regarde des DVD. Ouais. Et la télévision, vous avez animé de grands shows de divertissement. Oui. J'avais fait une époque certains live shows. Par exemple, ouais, ça marchait bien. Ça marchait très très bien. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont des émissions qui coûtent quand même assez cher. Ah, c'est une question économique? Ouais. D'accord. Ouais. C'est pas une question de genre, les émissions de divertissement ont un peu changé? Oui, un peu, mais ça pourrait se faire, mais ça vaut quand même très très cher. C'est une affaire de... Ouais. Par contre, vous allez peut-être présenter une émission de jazz, je crois, sur France 3. Parlez-en à la direction. Elle nous entend, j'espère. Mais elle nous regarde. Avant de se quitter, je voulais vous faire un petit plaisir, Michel. Gentil. Mon confrère Jeb Slinton, qui fait une émission qui s'appelle Acteur Studio, termine par un questionnaire Bernard Pivot. Ah oui. Moi, je vais vous offrir un autre questionnaire. Votre femme est partie, j'en profite. Vous avez un fantasme absolu parmi les comédiennes? Oui. C'est-à-dire? J'adore Fanny Ardant. Eh bien voilà, elle vous parle. Bonjour Michel, c'est Fanny Ardant. Dites-moi, comme vous êtes un grand séducteur, je voulais vous poser quelques questions intimes. Alors d'abord, racontez-moi Michel, la première fois que vous avez fait l'amour, c'était bien? Ah, c'était complètement raté. On n'en saura pas plus? Ben, il ne faut pas tout raconter en détail. Mais c'était pas terrible. Bon, je ne vais pas aller dans les détails. C'était un peu Comme raté. souvent, c'est pas très original. Non, c'était pas très original. Michel, c'est l'heure de passer à confession. Dites-moi, vous êtes déjà sorti avec la femme d'un copain? Jamais. On ne ment pas à Fanny, hein, Michel. Jamais. Jamais. Que je sache. D'après vous, Michel, le mot le plus con en amour, c'est oui, merci ou encore. Le mot le plus con? Ouais. C'est oui. Ça, alors là. Oui. Ça, c'est nul. Là, c'est des trucs qui peuvent effectivement vous refroidir, quoi. Fanny? Cher Michel, si vous aviez une baguette magique, vous changeriez quoi en vous? Vous changeriez quoi en vous? En moi? Oui. Je dois vraiment le dire? Mais oui. Je suis très gêné, là. Mon nez. Ça alors, pourquoi donc? Eh bien, je suis très intimidé parce que j'ai un trop petit nez.
parce qu'on dit souvent qu'il y a un rapport entre la paludisme... Oui, ben c'est faux. C'est insensé, ça. C'est archi faux. Et j'ai un petit nez, bon. Enchaînons, Fanny, parce que l'ambiance est lourde. Enchaînons. Dernière question, cher ami. Ah oui, quand même. Que lui diriez-vous si vous croisiez Fanny Ardant? Ben, ça dépend où. Choisissez l'endroit. Si je la croisais, je ne sais pas, comme ça dans la rue, ben, je m'arrêterais, évidemment. Et je me retournerais, je la rejoindrais et je l'inviterais à boire un thé. Un thé, oui, parce que c'est pas une fille à aller boire une bière. On sait pas. Ça se trouve, c'est une sacrée déconneuse, Fanny. Mais oui, je sais, mais bon, peut-être que d'abord, on commencerait par un thé. Et qu'elle me pardonne, mais si vous la croisiez dans une chambre? Dans une chambre? Si je la croisais dans une chambre? Excusez-moi, vous êtes dans ma chambre, si vous voulez bien avoir la gentillesse de sortir. Si vous me dérangez, là. Je suis dur ça, t'imagines. On remercie Frédéric Lebon pour cette belle imitation de Fanny Ardant. Voilà, le troisième rappel de Michel Leb. Bravo à lui. Merci. Merci. Merci, Alexis. Merci à tous d'être restés pour Michel. Merci au Casino de Paris de nous avoir accueillis. Et merci à France 3. À bientôt. Ciao et joyeux Noël. Beads, things and flowers fill up my mind. The rainbow creek must be free cause it's gone and lost in space. This race ain't confined to one thing or another, sister and brother. Where the cows graze, our days is the mother of all living things. Cause this lyric is living. If you want half